balobi si teza moko soko za na 4 coins ya monde ozwango sans problème sans soki ndenge nini balobi www.congoyalobi.net www.congoyalobi.net wana sikoyo avec le mannequin du média JBS le patron oyo avandi sa makama avandi sa faire donc si teza ka moko place tout vandi cause minono kute yango ezalaka te image ezokende net bazotindika te mbala moko on était congestion na kata image ezaka te mbala moko to leki www.congoyalobi yango ne émergence ya mutu to ya mboka parti ya kosakana te Congo ya lobby avenir ya lobby epesami kaka na Congo ya lobby suka na masolo yango Congo ya lobby en tout cas Congo ya lobby eza na biso en tout cas faut maye les beleza pour Congo lobby eza ningi to lingela là umela en tout cas umela ba sponsor ezala ba okola na ça ba okola moni atola na okanga na ciment ojoka lipoto tandi ba la litongo etani maya lobo lipa okola ozape un grand monsieur na mboko yo kala ingango bozona bino umela bozwa. Étant en quelque sorte à l'origine de bien des conflits, à l'origine de bien des fronts, au détriment des populations, des hommes et hélas, d'une manière tellement dramatique, des femmes et des enfants. Quand on a compris cela et qu'on l'ONU a demandé au Canada d'enquêter sur ce que ces sociétés minières, c'est au possessif, le SES, les sociétés minières dont il avait la charge politiquement. Lorsque l'ONU, les experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU ont écrit dans un rapport que le Canada devait enquêter sur ce qu'il en est de la responsabilité des sociétés canadiennes dans le contexte de la guerre des Grands Lacs en Afrique et au premier chef au Congo-Kinshasa, le gouvernement canadien n'a pas voulu qu'il y ait d'enquête. Il a dit, il n'y a pas de raison d'enquêter parce qu'on n'a pas la preuve que les sociétés canadiennes ont eu un rôle à jouer dans le conflit. Alors qu'on aurait dû dire, on n'a pas de preuve que les sociétés canadiennes dans le domaine minier ont eu un rôle dans le conflit parce qu'on refuse d'enquêter. C'est parce qu'il n'y a pas d'enquête qu'on n'a pas de preuve. C'est pas parce qu'on n'a pas de preuve qu'on ne fera pas d'enquête. C'est mettre le monde à l'envers. Et ce qu'on a compris ce jour-là, c'est que le Canada était un paradis judiciaire pour le domaine minier mondial. Et c'est une des raisons pour lesquelles 3 sociétés minières au monde sur 4 choisissent de s'enregistrer au Canada. C'est qu'elles savent qu'ici, elles sont couvertes juridiquement, que la loi ne s'applique pas, qu'il n'y a aucune loi qui s'applique ici. Du moment qu'une société minière est visée par des allégations graves de corruption, de trafic d'armes. Samedi soir, à la sphère politique. On va passer de Hollywood à Oxfam. Passer de Hollywood à échec aux paradis fiscaux. Passer de Hollywood à une mobilisation politique une fois qu'on a compris le problème, parce que ce n'est pas Hollywood qui va nous politiser. Hollywood va simplement utiliser des références qui sont communes, qui tombent sous le sens pour être vraisemblables, pour qu'on croie aux intrigues dans le divertissement. Je vous invite à aller voir en ligne sur Vimeo ce petit film, je ne savais pas que je savais, il est disponible. Il y a un film plus pédagogique, plus sérieux, si vous voulez, qu'on a fait avec Échec aux paradis fiscaux, qui s'intitule « Lever le voile ». Et là, vous avez un résumé de tout ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est audiovisuel. Et vous avez des petits livres et des documents que vous savez. La politique, c'est dur. Je reviens à ça pour résumer un peu l'enjeu. La politique, c'est dur. On fait la politique quand les objectifs qu'on se donne sont indépassables. C'est ça la politique. C'est s'attaquer à des problèmes qui en valent la peine. Si on voulait faire la lutte au cannibalisme à Montréal, ben, on sablerait déjà le champagne, on a gagné, il n'y en a pas. Voilà, on fait la lutte au cannibalisme, il n'y en a pas, on a gagné victoire, on a vaincu le cannibalisme à Montréal, il n'y en a pas. Bon.
c'est pas une question politique. Il y a une question politique quand on s'attaque à quelque chose qui suppose énormément de réflexion, énormément d'organisation, énormément de mobilisation pour arriver à nos fins. Et très souvent, de son vivant, on sait qu'on n'en verra pas la fin. Et c'est raison de plus pour se mobiliser. C'est tellement grave, c'est tellement important que je me mobilise indépendamment des fins, c'est-à-dire des certitudes que j'ai d'arriver à une solution ultime. Et la politique, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants, même si les responsables politiques sont corrompus, même si, je dirais même pas, même si les politiciens sont corrompus, même si le système est à notre désavantage, même si ça semble impossible, mais parce que les politiciens sont corrompus, parce que la structure est en notre défaveur, et parce que ça semble impossible, il faut se mobiliser politiquement. C'est là qu'il y a de la politique, c'est quand c'est impossible d'arriber à la solution. Ben, c'est la motivation, elle est là, et c'est un acte de foi, au fond, qui est désintéressé eu égard aux fins. On fait ce qu'on peut, on fait n'importe quoi qui nous semble sensé, cohérent et utile pour arriver à ces fins, sans savoir si un jour on y arrivera. Ça, c'est la politique. En ce qui concerne le procès dont nous avons fait l'objet, les auteurs, chercheurs, éditeurs de Noir Canada, il y a eu un règlement hors cours dans un contexte, en 2011, dans un contexte qui était le nôtre, c'est-à-dire celui d'un rapport de force entre la plus grande société aurifère du monde et 3 chercheurs indépendants et un éditeur sans but lucratif. Je n'entrerai pas dans les détails. Le paradoxe, c'est que le livre a dû être retiré du commerce, mais depuis que c'est le cas, le livre est plus facilement accessible tellement il a été piraté qu'à l'époque où il était disponible formellement. Et en plus, William Sachet et moi-même avons écrit Paradis sous terre, qui est Noir Canada avec une autre couverture, et qui est disponible, lui, dans le commerce, à commencer par le fonds qui est celui de cette Bibliothèque nationale. Si vous voulez lire Noir Canada ou Paradis sous terre, vous empruntez les escaliers, tournez à droite, vous montez au 3e étage et vous en avez 8 déjà. Bon. Je dirais par rapport à Donald Trump, au lobby. Donc Donald Trump, c'est comme un lobby à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il est... je ne sais pas s'il est rassurant de voir qu'il n'a même pas besoin du grand capital pour financer sa campagne, tellement il est le grand capital lui-même, quoi. Bon, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ça pourrait être sa devise. Ce que je relèverais tout le temps, c'est que le lobbying, ce n'est pas seulement faire pression sur des décideurs publics. Le lobbying est l'affaire de firmes spécialisées très fines, très roublardes, qui font pression pas seulement sur des décideurs publics, mais aussi, parfois, c'est un peu comme au billard, quand on frappe une boule pour arriver à l'autre. Souvent, c'est par ricochet que le lobbying procède. C'est-à-dire qu'on va mettre sous pression les journalistes, on va mettre sous pression où on va mobiliser les présidents de chambres de commerce, les recteurs des universités, les experts, les assistants parlementaires. On va coopter toutes sortes de gens et même on va organiser des fausses manifestations de citoyens qui sont payés pour écrire sur Facebook qu'ils adorent telle société minière et qui sont pour tel projet. Tout simplement pour créer une sorte de climat public, une sorte de contexte qui favorise une prise de décision dans tel ou tel sens. Et donc, les firmes de lobbying sont des manipulateurs professionnels, mais à très grande échelle. Et ils ont, je suis sûr, comme livre de chevet, ce petit ouvrage de Edward Bernays, Propaganda, qui est un livre qu'a réédité la maison d'édition Lux il y a quelques années et qui visait qui visait pas du tout à contester la propagande, mais qui était un manuel de la part de quelqu'un qui était un expert en propagande et qui l'avait écrit pour qu'on recourt à ses services. Et ce livre-là dit, voilà comment la propagande marche, je suis un expert en la chose, venez me voir si vous voulez utiliser mes services, voilà comment ça marche la propagande. Et la propagande consiste à mobiliser des faiseurs d'opinion, ceux que j'ai nommés, pour arriver à des fins. Et les lobbyistes sont des gens qui mobilisent des faiseurs d'opinion pour qu'on aille se faire vacciner pour tel vaccin à tel moment, pour qu'on soit pour qu'un pipeline traverse le Québec, pour qu'on considère que les entreprises créent de l'emploi alors que
ils créent de la richesse, alors qu'elles ponctionnent la richesse et elles profitent du travail des autres, et pour qu'évidemment on présente l'Afrique comme étant en quelque sorte dans une sorte de nécessité historique congénitale, qu'elle soit incapable de s'en sortir elle-même et qu'elle a besoin de notre aide. Tout ça c'est de la propagande, ça marche très bien, si on veut comprendre comment ça marche, on peut lire Edward Bernays et essayer de démonter le modèle en étant armé, immunisé et outillé. Bien, nous allons prendre un deuxième volet de questions, mais ce sera peut-être la dernière parce qu'il nous reste 15 minutes. Il faudrait simplement dire qu'à propos de lobbying, vous le savez, dans Internet, à propos du Congo, quelqu'un lâche depuis Kinshasa ou depuis n'importe où un truc de sondage en supposant qu'un tel pourrait devenir Premier ministre et pendant un mois, nous nous entre-dévorons sur le net, inutilement, pendant que le véritable adversaire est déjà ailleurs. Donc c'est ça le lobbying, c'est pas plus compliqué que ça. Alors j'ai vu trois même, mais je vais prendre 2 hommes et une des rares femmes que nous avons. Madame, tout honneur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Mais vraiment, la question. Oui, s'il vous plaît. Oui, on a compris le contexte des paradis fiscaux. On voudrait savoir, ce qui nous intéresse aussi, le scandale de Panama Papers. En quelle mesure on peut nous les détailler, en tout cas, du moins, sur ce qui concerne la République démocratique du Congo. Merci. Deuxième question. En suivant l'exemple de madame, net, précis. Moi, je voudrais savoir, c'est depuis quand que le Canada est devenu un paradis fiscal pour les entreprises minières et qu'est-ce qui serait à la base de ces règlements par rapport aux valeurs que le Canada vend à l'international et même sur place. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, monsieur. Je voudrais savoir, aussi longtemps que les vraies victimes de tous ces systèmes ne sont pas ici, au Canada, est-ce que ça changera un jour? Merci beaucoup. Alors, il nous reste 15 minutes, donc je demanderai aussi au professeur d'en tenir compte. Merci, vous me donnerez un coup de pied sur les chevilles si je parle trop longtemps. Nous allons construire, peut-être surtout par les idées que nous allons construire le Congo. Je vous encourage à vous procurer ce livre. Je vous signale qu'il y a aussi le personnel d'Oxfam qui essaie d'orchestrer cette synergie pour la lutte contre les paradis fiscaux. Il y a le personnel et il y a la pétition dont il parlait. On peut déjà maintenant la signer. Moi, je viens de le faire. C'est un engagement où vous ne risquez pas d'être enlevé à un ANR et de disparaître. C'est chaque goutte qui fera l'océan. Peut-être après nous, peut-être dans 15 générations, ça pourrait changer quelque chose bien. Ou peut-être demain déjà. Alors, il y a beaucoup de questions que nous avons envie de lui poser. Est-ce que Jean-David aussi veut recevoir les questions? Jean-David? Alors, je voudrais qu'on lui pose 2 questions. Il répond parce qu'il nous reste à peu près 15-20 minutes maximum. Voilà, je prendrai 2 questions à la fois. Et merci beaucoup de poser directement votre question, qu'on ait le temps, qu'on en profite au maximum. Est-ce qu'il vous faut le micro? Non, je peux parler d'ici. Merci beaucoup pour la conférence. Comme je disais tantôt pendant la pause, il y a trop d'informations et nous n'avons pas d'estomac assez dur pour digérer tout ça. Moi, ma question est celle-ci. Quelqu'un a dit, faites toutes sortes de lois que vous voulez et laissez-moi les finances, je resterai toujours là. Nous savons que nos politiques se font élire par de l'argent. Il faut de l'argent pour devenir député ou bien quoi que ce soit en politique. Et ce sont ces politiques qui font des lois. Donc, est-ce que cela ne devient pas un cycle vicieux? Merci. Deuxième question. Est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux que de combattre la source de l'argent, puisque de toute façon, pour rentrer en politique, il faut encore de l'argent? Deuxième question. Alors, je vais faire ça, puis ça. Oui, monsieur. Oui, je voulais savoir à quel point les journalistes sont impliqués, parce que vous savez, l'information, le troisième pouvoir, hein, comme on dit, ou le deuxième pouvoir, c'est les médias. Alors, si les médias cachent l'information, à quel point les médias sont impliqués dans ce qu'est les paradis fiscaux, parce qu'ils ont parlé des Panama Papers pendant 3 jours et c'est fini. Donc, on veut savoir à quel point ils sont impliqués. Merci, c'est une question précise, concise. Oui, monsieur. On va prendre 3, et puis une autre vague de 3. Oui, moi je voulais savoir d'abord la suite de votre procès dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que je crois avoir entendu parler lors d'une conférence il y a 2-3 ans.
si vous nous briefez sur ça, ce que ça donne impliqué l'avenir. Ensuite, je veux savoir, puisque vous l'avez cité, on sait les politiques aujourd'hui proviennent un peu de la finance, mais votre réflexion sur l'avenir d'un Donald Trump, parce qu'on voit quand même jusqu'à la dernière minute, il n'a pas voulu se faire associer avec l'argent des lobbies, justement qui est la racine de la politique. Voilà, merci beaucoup. Alors, professeur. Excusez-moi pour la dernière question, c'était sur Donald Trump, c'est oui, ça? Comment voyez-vous ça venir, comme le fait qu'il ne soit pas associé, il est un langage un peu... Très bien, merci. Je n'étais pas certain d'avoir bien entendu, c'est tout. Ok, très bien. Je vais prendre les questions en l'ordre, en vous remerciant beaucoup, elles sont pertinentes. Déjà, sur la question des législations de complaisance, moi effectivement j'ai tendance à mitrailler pas mal. Je vais essayer de brosser un portrait général de la situation. J'ai mis des années à comprendre comment ça fonctionnait. Je ne m'attends pas à ce qu'en 1 heure tout soit assimilé. Mais l'idée c'est de voir un tableau général dans lequel il y a 2 régimes de pays. Il y a les États de droit traditionnels, ou les pays qui se prétendent des États de droit, c'est-à-dire l'Espagne, le Canada, le Brésil, l'Inde, puis même la Tunisie, le Congo, Kinshasa, et ainsi de suite, qui vont dire, voilà, nous sommes des États constitués, nous avons un Parlement, et ainsi de suite. Et il y a un deuxième régime de pays, et parfois certains pays peuvent être dans les 2 catégories, qui sont des législations de complaisance, qui ont strictement pour mandat, ou pour visée, pour objectif, de faire en sorte que la loi ailleurs soit neutralisée par la leur. En disant, si vous venez chez nous, ce qui est interdit chez vous sera permis chez nous. Et à partir d'un ordinateur, faites seulement inscrire vos activités chez nous plutôt que chez vous, même si vous resterez chez vous. Et formellement, les choses passeront comme si elles ont eu lieu à l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez, là, c'est strictement des jeux d'écriture. Vous savez, il y a une distorsion folle aujourd'hui dans le monde. Hein. Le deuxième... Vous savez, les sociétés canadiennes, pour vous dire la distorsion, c'est que l'écriture comptable, l'écriture juridique aujourd'hui ment. Elle ne nous permet pas de comprendre le réel parce qu'elle permet de trafiquer le réel. Et je donne des exemples. Vous imaginez bien que le premier pays où les sociétés canadiennes, les entreprises canadiennes investissent le plus quand elles embauchent des gens, elles achètent des produits, quand elles font du commerce, quand elles s'engagent dans des activités productives à l'étranger. Vous imaginez très bien que le premier pays où les sociétés canadiennes investissent le plus, c'est les États-Unis. C'est notre plus gros voisin. Quel est le deuxième pays où les sociétés canadiennes investissent le plus, après les États-Unis? La Barbade. C'est pas la Chine, c'est pas l'Allemagne, c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas le Brésil, c'est la Barbade, un pays grand comme la ville de Saint-Jérôme, et qui vise strictement à permettre aux entreprises de contourner le fisc. Donc cet investissement-là vise simplement à contourner des obligations fiscales et légales. Le plus grand partenaire commercial de la Chine, c'est les îles Vierges britanniques. Formellement, quand on regarde les choses sur papier, le plus grand producteur de bananes au monde, c'est l'île Jersey. Alors que n'importe qui est à l'île Jersey se souvient qu'il n'y a pas une banane qui pousse là-bas. Puis on a souvent eu, on le sait, puis je ne vais pas rentrer dans des débats douloureux, mais strictement d'un point de vue comptable, on sait que officiellement le Rwanda était le producteur de minerais qui ne sont même pas sur son territoire. Et ça participe des jeux d'écriture absurdes. Un des plus grands pays investisseurs de l'Union européenne, c'est le Luxembourg. Alors c'est grand comme un mouchoir de poche. Hein. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, un gestionnaire d'entreprise ou un investisseur à Toronto, à New York, à Boston, à Francfort, à Londres, à Paris, à Tokyo, à partir de son ordinateur, téléguide une entité qui est aux îles Vierges britanniques ou au Delaware ou à l'île de Man ou aux Bermudes pour lui faire des choses qui ne seraient pas possibles chez elle ou chez lui ou qui seraient en quelque sorte sujets à sanctions, sujets à impôts, sujets à contrôle. Donc on se dit, plutôt que d'agir depuis ma structure dans le pays où je suis, là, si je suis à Francfort, plutôt que d'utiliser une structure créée en Allemagne de droit allemand, ben, je vais depuis mon ordinateur demander à ma filiale des Bermudes de payer telle facture à tel acteur de tel pays, de façon à échapper au contrôle de mon État. Mais je reste à Francfort, les actifs sont à Francfort, tout se passe à Francfort, mais c'est simplement l'écriture comptable qui se trouve en quelque sorte à
extraterritorialiser mon opération ailleurs pour échapper à la loi. C'est fou comme ça, c'est aussi gros que ça, et c'est comme ça que ça se passe, et c'est pour ça que, notamment, les pays africains n'arrivent pas à imposer le capital, parce qu'il y a toujours une société qui va transférer ses fonds à une société qui est dans un pays autre, un pays complaisant, pour éviter que les actifs restent au pays et qu'ils soient imposés. Et que l'activité fasse l'objet d'un contrôle. Si vous voulez, c'est évident, et on le sait. Et j'en ai fait la preuve, vous pourrez être convaincu ou pas par la preuve, mais j'ai essayé de la faire. Avec Alexandre Gingras, j'ai fait un petit film qui s'intitule « Je ne savais pas que je savais ». C'est sur les paradis fiscaux. Et ce que j'ai fait ce qu'il a fait en ma compagnie, c'est ça, c'est son œuvre, hein, c'est de repérer tous les moments dans les films d'Hollywood où il est question des paradis fiscaux. Hein, vous avez Leonardo DiCaprio, un certain nombre d'acteurs bien connus qui vont expliquer dans des films qu'on a mis bout à bout dans un montage un peu sympathique, là, comment il se fait qu'on sait que les paradis fiscaux existent. On le sait parce qu'au cinéma, pour être vraisemblable, si on veut montrer un politicien corrompu, on ne va pas le montrer se promener avec une boîte en carton de billets de banque. Là. On va le montrer avoir des comptes à numéro de la Suisse. Si on veut montrer un trafiquant de drogue sérieux, on va le montrer ayant un accès aux Bermudes. Si on veut montrer un trafiquant d'armes en Sierra Leone, on va le montrer avoir un accès au Liechtenstein, puis aux Bermudes, puis au Panama. C'est-à-dire que dans le cinéma qui est le nôtre, qu'on regarde, là, que les adolescents regardent, qu'on regarde comme ça le samedi soir pour se distraire, mais dans ce cinéma-là, quand on veut être vraisemblable, on montre que les paradis fiscaux rendent possible des opérations qui ne seraient pas possibles chez soi. Et le principe est compris, c'est pas plus compliqué que ça. Si on est capable de comprendre un film d'Hollywood, on est capable de comprendre les paradis fiscaux, parce que les paradis fiscaux, ils sont tout le temps. Et d'ailleurs, c'est ce cinéma-là qui a constitué la première prise de parole sur les paradis fiscaux et la première représentation des paradis fiscaux. Maintenant, il faut, en quelque sorte, transposer le problème de la sphère du divertissement, ce problème des paradis fiscaux. Nous placerons collectivement dans une position où nous pourrons avancer. Et il faut se rappeler que dans l'histoire, il y a eu des grands crus. Dans l'histoire, les êtres humains, les individus n'ont pas toujours été en rivalité, en concurrence les uns contre les autres, mais au contraire, il y a eu dans l'histoire des moments, des grands crus où on a compris qu'on avait intérêt à s'unir, à se montrer solidaires les uns avec les autres. Ça a été 1848, ça a été 1968, ça a été 2011. Il y a eu des années comme ça dans l'histoire où les peuples ont compris que l'heure était venue de citer des problèmes et d'envisager des modes d'organisation qui étaient bénéfiques pour tous, c'est-à-dire pour les peuples. Et je pense que l'heure est venue de faire la lutte aux paradis fiscaux dans cette optique, c'est-à-dire dans une optique solidaire entre tous, parce que à l'échelle internationale, dans la mondialisation aujourd'hui, nous faisons tous et toutes face au même problème. Alors donc, je ne vais pas me risquer à résumer la conférence savante d'un aide de nous. Je vais simplement dire ceci, que sous le signe de ce qu'il appelle les législations plurielles, les législations de complaisance, eh bien, c'est, j'utilise ici un terme d'un autre économiste français, Serge Latouche, c'est un rouleau compresseur mondial. Aucun pays n'y échappe. C'est donc une méga machine, une structure tentaculaire qui enserre tous les pays du monde, toute l'économie du monde. Et alors dans des pays où l'État est extrêmement faible, où pratiquement il n'existe pas, bon, ils sont rois chez eux, au point que certains de ces pays arrivent même à inventer, comme il l'a dit, des législations qui ne s'appliqueraient pas à leur propre pays, mais qui servent simplement à faire venir des capitaux d'ailleurs. Donc, nous avons affaire ici à une bête immonde, mais immense. Comment est-ce que le Congo peut lutter? Comment est-ce que vous et moi, nous pourrions lutter contre cette machine infernale si nous ne comprenons pas jusqu'où cela va? C'est ça l'intérêt, selon moi, de ce genre de conférence. Alors donc, oui, il a parlé des paradis fiscaux, des paradis en général. Il y a le paradis de capitaux, paradis judiciaires, le Canada par exemple. Il y a des paradis fiscaux, plus ou moins 80-90 pays dans le monde.
Mais c'est surtout les législations de complaisance. Alors, deux exemples qu'il a pris, l'un d'entre eux concerne particulièrement le Congo, les mines. Lorsque l'on sait que pratiquement 95% de l'économie congolaise sont basées sur les mines ou les minerais, et que l'État congolais pratiquement ne contrôle ni sur le plan des capitaux, ni sur le plan législatif, ni à aucun plan cette production minière, l'on comprend alors à quel point le pays d'où nous venons ne nous appartient pas. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous pouvons changer des individus à la tête de l'État, le système restant strictement le même. Vous arrivez comme Lumumba, vous réclamez, n'est-ce pas, l'indépendance véritable, l'indépendance économique. Le système vous broie, c'est pas compliqué. Et il faut donc recommencer. Or, Lumumba, ça ne s'invente pas. On en a un par siècle probablement. Un Mandela, ça ne s'invente pas. Alors donc, je sais, c'est plus qu'angoissant. On se dit, mais comment s'en sortir? Où est l'espoir? Mais oui, mes amis, il y a espoir, dit le professeur Deneau, les acteurs sociaux. Vous et moi, chacun et chacune, là où nous nous trouvons, si nous pouvions mettre ensemble à la fois nos compétences, mais aussi notre énergie, pour qu'à un moment donné, nous puissions comprendre que probablement une des causes pour lesquelles il est bon même de mourir, c'est combattre les paradis fiscaux, notamment pour nous Congolais. Parce que tant que ces paradis existeront, la situation du Congo aura très très peu de chances de vraiment évoluer. Donc, prendre conscience de cela et ensuite mettre ensemble nos compétences. Moi, je crois exactement comme lui, je dis, seul, c'est trop compliqué. Alors donc, que je sois membre d'un parti politique, d'une organisation comme Agissons, peu importe à quel niveau, ce n'est qu'ensemble. Et là, je dis ensemble dans un sens encore plus fort. Nous, Congolais, nous ne sommes pas seuls concernés. C'est un Canadien, comme on dit, pur jus. Et moi, j'ai été assez impliqué dans... Il ne me connaît pas du tout, c'est la première fois qu'on se voit. Moi, je le connais parce que je le suis, je le lis. J'ai été impliqué indirectement dans le procès que Barry Gold a intenté aux auteurs, mais aussi à l'éditeur. Une toute petite maison d'édition qui a été poursuivie pour, je crois, 11 millions de dollars. En fait, le message était clair, fermez-la. Laissez-nous faire nos affaires tranquillement. Quiconque essaie de gêner le système, mais le système l'écrase. Donc c'est une guerre de David contre Goliath, mais il y a de l'espoir. Alors, est-ce que nous prenons 5 minutes de pause en sachant très bien que 5 minutes, au nom du pouvoir que vous m'avez conféré, à l'unanimité, je le souligne bien, 5 minutes voudront dire 5 minutes. Mes amis, n'oublions pas qu'à 18h, nous devons avoir livré la salle, ce qui suppose qu'à 18h moins le quart, nous devons avoir fini. Donc, prenons nos 5 minutes de sorte qu'à 25, on puisse avoir une vingtaine de minutes d'échange avec le professeur Deneau. Alors, à tout à l'heure, dans 7 minutes. Merci. C'est que les législations de complaisance permettent à des acteurs de ne pas payer leur part d'impôt, mais surtout d'échapper à la loi tout court. Dans le domaine de l'assurance, vous gérez des actifs. Vous savez que quand on gère des actifs dans le domaine de l'assurance, ça nous intéresse tous parce que nous sommes tous assurés d'une manière ou d'une autre. Assurance vie, assurance feu, assurance vol, et puis même notre employeur nous assure, peut-être même parfois à notre insu lorsqu'on travaille pour toutes sortes d'enjeux. Eh bien, lorsqu'on donne de l'argent, qu'on confie notre épargne, ou qu'on paye des primes à une société d'assurance, la société d'assurance, elle prend cet argent-là et elle le joue à la bourse. Elle achète des actions de Barry Gold, elle les revend, ensuite elle achète des pesos, elle les transforme en yens, elle les transforme en euros, ensuite elle prend ces euros-là et elle achète des actions de General Electric, ensuite elle les revend, elle achète, ça se fait parfois par ordinateur en milliardième de seconde, mais ça se fait de toute façon, c'est avec notre argent.
Mais il y a des lois là-dessus. On n'est pas censé, par exemple, emprunter de l'argent à la banque plus qu'à un certain taux, plus qu'à un certain ratio pour jouer sur les marchés financiers. Donc, pour ne pas respecter la loi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on prend sa société, on en transfère les fonds et les activités dans une autre société qu'on contrôle aux îles Turques-Caïques, toute petite île dans la Caraïbe. Et de là, on mène des opérations sur un mode qui serait illégal au Canada, mais qui devient légal là-bas. Et donc, les législations de complaisance, que ce soit dans le domaine de l'assurance, des mines, de l'exploitation pétrolière, de la formation médicale, du droit de propriété intellectuelle, des brevets, de la sécurité, permettent à des acteurs de faire en toute quiétude, dans des petits États parfois factices, dans des États dont les règles sont factices, des opérations qui seraient illégales chez eux. Et on est rentré aujourd'hui dans un monde où, finalement, celles et ceux qui sont tenus de respecter la loi, ce sont les petites gens. Ce sont les gens qu'on dira au Québec et au Canada de la classe moyenne, ou les prolétaires. Pour nous, la loi s'applique, parce que nous sommes des salariés, nous sommes captifs. Quand nous sommes ici, nous ne sommes pas ailleurs, pour faire semblant qu'on est à 1000 endroits en même temps. Une multinationale peut faire semblant qu'elle est à 1000 endroits en même temps. Nous sommes obligés de respecter des normes, des règlements. Si on veut créer une petite entreprise, on va falloir qu'on paye des impôts, qu'on respecte un salaire minimum, qu'on respecte notre personnel, qu'on respecte l'environnement, qu'on respecte des normes sanitaires, qu'on respecte tout un tas de choses. C'est cette firme-là, on en délocalise une partie de la gestion aux Bahamas. Là, il y a toute une série de contraintes qui vont s'estomper, qui vont disparaître. Et c'est aussi facile que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non seulement les pays d'Afrique, selon le Global Financial Integrity, voient 60 milliards de dollars leur échapper tous les jours. Non seulement ce que Oxfam déjà nous disait en 2000, dans un de ses premiers rapports, si les sociétés présentes en Afrique payaient une toute petite part d'impôts, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui parce qu'elles arrivent à dire au fond on ne fait pas de profit au Gabon, on ne fait pas de profit au Congo-Brazzaville, on ne fait pas de profit au Congo Kinshasa, j'ai fait un lapsus, j'ai dit conflit plutôt que profit. De toute façon, on fait des conflits, mais on ne fait pas de profit. On ne fait pas de profit en Afrique du Sud, parce que quand on extrait de l'or, on vend l'or sans profit à la filiale des Bahamas, qui, elle, va vendre aux États-Unis sur les marchés le bien qu'on a exploité au Congo avec profit, mais le profit sera enregistré aux Bahamas, et comme il n'y a pas de taux d'imposition qui vaille sur le revenu des entreprises aux Bahamas, une toute petite archipel des Caraïbes, on n'aura payé d'impôts nulle part, ni aux États-Unis, ni aux Bahamas, ni au Congo, au Gabon, ou en Afrique du Sud, ou au Mali. Bon. Et pour cette raison-là, on perd 80 milliards, il y a 80 milliards de dollars qui ne sont pas imposés. Oxfam nous dit qu'on pourrait financer, si on imposait ces sociétés-là, un système d'accès universel à l'école primaire et un système d'assurance maladie digne de ce nom dans tous les pays du continent. Si, il y a beaucoup de si, hein, et c'est pour ça que les défis pour les véritables amis de l'Afrique et africains sont énormes, c'est que s'il n'y avait pas en plus la corruption. On sait que les sociétés canadiennes, par exemple, ont placé 200 milliards de dollars dans les 10 principaux paradis fiscaux, au moins, selon Statistique Canada, c'est 200 milliards de dollars qui, à mon sens, se trouvent, si je me fie à une étude qu'on peut faire sur la façon dont ces fonds-là circulent et la vitesse à laquelle ils circulent, ce sont des fonds qui se renouvellent continuellement. Et c'est ce qui explique que dans ce Québec et ce Canada, c'est exemplaire, il y a de la moisissure dans les écoles, il y a une seule infirmière par étage dans les hôpitaux, qu'on licencie les pompiers d'une municipalité, Rosemère, qui est tout près d'ici, parce qu'on n'arrive pas à se payer des pompiers, qu'on en vient à fermer des centres d'intervention auprès des toxicomanes. On voit très bien que nous aussi, ici, on vit dans un mirage d'état social. On vit dans un mirage d'infrastructures. Toutes ces infrastructures qu'on pense avoir sont en train de disparaître sous nos yeux. Parce que cette tendance-là s'observe partout. Les États-Unis, si vous y allez en oubliant que c'est une puissance mondiale, que c'est les États-Unis, et ainsi de suite, si vous y allez en regardant seulement là, à Chicago, aller dans les quartiers pauvres, vous verrez des quartiers qui ressemblent à Port-au-Prince.
vous verrez des quartiers qui ressemblent à n'importe quel quartier pauvre du monde. Parce que les États, d'une part, n'ont pas voulu affecter les fonds qu'ils ont à la lutte aux inégalités, et d'autre part, ils ont laissé les entreprises développer toutes sortes de stratégies pour éviter de payer l'impôt, pour faire en sorte que l'État, de toute façon, n'ait pas les moyens de cette lutte à la pauvreté qu'on appelle de nos voeux et au financement de la mission sociale, que celui qui est nécessaire pour vraiment instaurer le bien commun, l'intérêt général. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a 21 000 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, selon James Henry du Tax Justice Network, un ancien de la firme McKinsey, quelqu'un qui sait compter, puis pas vraiment un type enragé, c'est un comptable qui est sérieux, qui s'est assis, puis qui a fait ses comptes, et il a dit qu'il y a 21 000 milliards de dollars au moins dans les paradis fiscaux. Il y en aurait peut-être jusqu'à 32 000 milliards de dollars. 21 000 milliards de dollars, c'est 21 et 12 zéros. Et c'est ça qu'il y a dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, ce sont des fonds qui ne sont pas seulement soustraits au fisc, mais qui alimentent des activités criminelles qu'aucune instance n'arrive à encadrer. Financement de mercenaires au Congo-Kinshasa pendant la guerre des Grands Lacs jusqu'à aujourd'hui, financement de mercenaires en Sierra Leone, au Nigeria, au Libéria, financement d'armes, corruption. Et dire, la corruption se fait par centaines de milliards de dollars, d'abord en Suisse, mais maintenant plutôt à Andorre, au Liechtenstein, aux Bermudes et dans d'autres comptes à numéro opaques. C'est à cause d'eux qu'on peut penser à la question des biens mal acquis. C'est à cause d'eux qu'on peut penser à la question des détournements de fonds massifs de la part de clans dictatoriaux. Bon. Alors ces questions sont majeures. Et la prise de conscience est nécessaire. C'est avec le sentiment de nécessité impérieuse, et je conclus là-dessus, qu'avec Oxfam, qu'avec le collectif Échec aux paradis fiscaux, qu'avec la Revue Liberté, et qu'avec d'autres groupes qui seront invités à se joindre à ce collectif d'associations diverses qui entendent lutter contre les paradis fiscaux, qui est Échec aux paradis fiscaux. À l'initiative d'Oxfam, nous croyons nécessaire deux choses. C'est que d'une part, les gens signalent qu'ils sont conscients du problème des paradis fiscaux en signant une déclaration. On sait qu'ils existent. Et on manifeste simplement notre prise de conscience. Les paradis fiscaux existent. Deuxièmement, les hommes et les femmes qui se sentent concernés par le problème des paradis fiscaux, quel que soit le secteur d'activité qui est le leur, et quel que soit leur... on a tous des enjeux particuliers. La question qui les touche le plus, lutte aux inégalités sociales, solidarité internationale, éthique dans le domaine extractif, santé publique, démocratie, culture, éducation, peu importe le secteur qui nous intéresse. Il nous a semblé urgent de permettre à celles et ceux qui ont des notions, des compétences, qui ont mené une réflexion, qui ont des convictions sur ce secteur-là, de nous dire qu'est-ce qu'elles souhaiteraient voir réaliser s'il y avait soudainement 1 milliard de plus au Canada qui serait affecté à leur domaine d'activité pour lutter contre les inégalités. Qu'est-ce que tout d'un coup on peut faire là, avec c'est pas beaucoup 1 milliard dans un budget d'État, mais c'est ce qu'on pourrait avoir par secteur d'activité important là, si on faisait vraiment la lutte aux paradis fiscaux. Si le gouvernement de Justin Trudeau, si le gouvernement de Philippe Couillard avait vraiment en tête de lutter contre ce phénomène des paradis fiscaux qui est rendu possible par les États de droit et qui favorise l'évitement fiscal, la délocalisation d'actifs qui échappent au traitement du droit, plutôt que de faire plaisir aux amis, à l'establishment financier, aux grandes entreprises qui profitent de cette délocalisation d'actifs pour contourner le droit. Et donc, pour que cette réflexion soit menée à terme, il est possible, dans le cadre de la campagne Milliards perdus d'Oxfam, de simplement écrire sur le site de la campagne un texte court
qui n'a pas besoin d'être très complexe, hein, qui consiste à dire, ben voilà, en éducation, voilà en solidarité internationale, voilà quant à la lutte contre la pollution des écosystèmes, voilà en éducation ce qu'on pourrait faire si on avait 1 milliard de plus. Voilà ce qui est urgent de faire, là. Et ce serait une façon d'avancer. Oxfam et les acteurs membres des chèques aux paradis fiscaux vont colliger ces témoignages-là l'an prochain, au moment du dépôt du budget du gouvernement, pour faire valoir ce qu'il en est de la conscience publique sur le fait qu'on a un manque à gagner criant dans le trésor public et qu'on sait en plus que les paradis fiscaux permettent à des sociétés, à des acteurs puissants de contourner les règles de droit où qu'ils se trouvent dans le monde. Et je vous invite à y participer d'une manière plus large et vraiment à votre convenance. Je dirais, c'est mon dernier mot, que je pense qu'on avancera dans la lutte aux paradis fiscaux, c'est-à-dire dans la lutte aux inégalités. On avancera au fur et à mesure que les paradis fiscaux, les législations de complaisance seront citées par des acteurs sociaux, quel que soit leur domaine d'activité et de prédilection. Quand des artistes, quand des infirmières, quand des militantes et militants pour la lutte démocratique au Congo, quand des professeurs, quand des militantes et militants pour la lutte contre les inégalités sociales au Québec, quand des acteurs dans le domaine de la solidarité internationale, dans les acteurs pour l'accès au logement, quand les acteurs pour l'accès aux tribunaux, quels que soient les pays dans le monde où ils sont, diront que